animatrice du Bistro Brain à Montréal avec Célia Kingsbury qui est là à la technique. Merci d'être là. C'est vraiment le fun de vous accueillir en personne ce mois-ci, encore une fois. Juste mon petit blabla du début. Bistro Brain, c'est un organisme à but non lucratif qui organise, qui a pour mission de rendre le savoir scientifique accessible. Et pour ce faire, on organise entre autres des soirées 5 à 7 de vulgarisation scientifique, telles que ce soir, vous êtes là pour ça, sous des thématiques différentes. C'est originaire de Sherbrooke et au-delà de l'organisation des événements mensuels, il y a le podcast de Bistro Brain et d'autres événements qui s'en viennent, des plus grands, par exemple. Il y en a un à Sherbrooke aussi. Il y a 2 événements de les grandes découvertes de Sherbrooke, de l'Université de Sherbrooke, et les grandes découvertes de l'Université de l'UQAM qui auront lieu en juin. Donc, je m'excuse, je suis un peu gênée, mais tout va bien. Donc, tout va bien. Fait que là, c'est ça. Fait que ce mois-ci, à Montréal, on parle de l'urgence climatique. Comme vous le savez, c'est la semaine de la Terre, la journée de la Terre qui a lieu vendredi. On a une belle programmation pour la soirée et on va commencer dès maintenant avec Charlène Laberge. Charlène est étudiante à la maîtrise en géographie à l'Université de Montréal et en dehors de sa vie académique, elle suit une formation pour devenir prof de yoga. Donc, je vous laisse sans plus tarder avec Charlène qui va nous parler des effets des changements climatiques sur la respiration des sols et des forêts au Québec. Alors, moi, la présentation que je vais vous faire ce soir, c'est en fait mon projet de recherche à la maîtrise. Donc, le sujet, comme on l'a dit, c'est l'effet des changements climatiques sur la respiration des sols en forêt tempérée. Donc, étant donné que je suis encore dans la période de collecte des données, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas les résultats, c'est vraiment plus la problématique sur laquelle est centré mon projet, puis la méthodologie, les méthodes de terrain qu'on utilise, les collègues et moi, pour explorer le sujet. Oui. Donc, comme vous le savez probablement déjà, les projections climatiques du dernier rapport du GIEC ne sont pas roses, mais malheureusement, je n'ai pas le choix de vous en parler ce soir. Donc, ça va être le petit coup déprimant. Mais c'est vraiment central à mon projet de recherche. Donc, les projections climatiques suggèrent une augmentation des températures globales d'ici la fin du siècle, puis des changements dans les patrons de précipitation, autant des régions qui risquent de recevoir plus de pluie comme des régions qui risquent d'en recevoir moins. Donc, conséquemment à ces changements dans les conditions climatiques, on s'attend aussi à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes, donc inondations, feux de forêt, sécheresse, à une échelle un peu plus petite, donc celle du sud du Québec, qui est l'échelle qui m'intéresse dans le cadre de mon projet. On s'attend à une hausse des précipitations, mais pas assez pour compenser la hausse de l'évapotranspiration, qui est la perte d'eau vers l'atmosphère, ce qui fait qu'on s'attend on risque d'être dans un stress hydrique annuel un peu plus important. Donc, ça se traduit par des sécheresses estivales plus marquées, plus fréquentes. Donc, les forêts sont, entre autres, très impactées par les changements climatiques qui vont se traduire par les modifications qui sont à la fois structurelles et fonctionnelles. Quand on parle de la structure, ça va être des changements au niveau de l'aire de répartition, parce que, les espèces qui constituent une forêt vont essayer de suivre les conditions de température et d'humidité qui leur sont optimales. Donc, généralement, ce qu'on voit, c'est que l'aire de répartition va aller vers le nord. Aussi au niveau du changement dans la composition en espèces, parce que chaque espèce va réagir différemment au changement climatique, ce qui fait qu'on va un peu reconstituer les forêts. Ensuite, au niveau fonctionnel, ce qu'on voit, c'est une transition qui est à la fois actuelle et potentielle du rôle des forêts de puits à source de carbone. Ce que ça veut dire être un puits ou une source, je vais répondre à cette question-là, mais premièrement, pour pouvoir répondre à cette question-là, il faut retourner faire un petit throwback au secondaire, juste revoir c'est quoi respiration et photosynthèse. Donc, la photosynthèse, c'est le processus par lequel la végétation va venir absorber le CO2 atmosphérique, tandis que la respiration, c'est l'inverse. Donc, c'est le processus par lequel la végétation va émettre du CO2. Donc, si on se base là-dessus,
Quand une forêt fait plus de photosynthèse que de respiration, ben, elle agit comme pluie. Et à l'inverse, quand elle fait plus de respiration que de photosynthèse, ben, elle agit comme source. Puis le problème avec les changements climatiques, c'est qu'on voit une plus grande proportion de respiration versus photosynthèse, ce qui fait qu'on constate une transition des forêts de puits à source de carbone. Donc, on a toujours considéré les forêts comme étant des puits immenses de carbone, puis un peu comme la solution miracle à la hausse des émissions de CO2, un peu comme la façon de cope avec nos émissions à nous. Mais malheureusement, cette idée-là préconçue est en train de changer. Donc, désolée de vous apprendre ça. Mais, donc, c'est ça. Fait que, dans le fond, à partir de ça, ce qu'on voit, c'est une grande problématique qui est que le réchauffement climatique accentue les émissions de CO2 par les forêts, mais ces émissions-là accentuent à leur tour le réchauffement climatique. Donc, vous voyez où je veux en venir. On se trouve dans un genre de cercle vicieux qu'on appelle une boucle de rétroaction entre le système climatique et le cycle du carbone terrestre. Donc, souvent, quand on pense à forêt, écosystème forestier, on pense beaucoup à la végétation et aux arbres, mais on oublie souvent une composante importante qui sont les sols. Donc, les sols, c'est une composante importante du cycle du carbone terrestre parce que c'est la réserve la plus importante, puis aussi parce que les sols sont à l'origine du deuxième flux de CO2 en importance après la photosynthèse. Donc, ce flux de CO2-là, qu'on appelle plus communément la respiration des sols, est composé de la respiration autotrophe, donc qui est celle du système racinaire dans le sol, et la respiration hétérotrophe, donc qui est celle des communautés microbiennes, les champignons, qui décomposent la matière organique. Donc, l'activité autant des racines que de ces communautés-là, quand elles décomposent la matière organique, ça produit du CO2, et c'est ça la respiration des sols, grossièrement. Donc, cette respiration des sols est influencée principalement par ce qu'on appelle les conditions hydroclimatiques, donc température et humidité du sol, mais aussi par des facteurs secondaires comme la composition en espèces, la position sur le versant, donc au niveau plus topographique, parce que ces facteurs secondaires-là vont venir influencer les conditions hydroclimatiques. Donc, je vais passer à travers chacune de ces variables-là pour qu'on comprenne plus leur influence sur la respiration des sols. Donc, pour ce qui est de la température, plusieurs études se sont attardées à son influence sur la respiration des sols et ça ressort toujours comme étant la variable qui contrôle le plus la respiration des sols. Donc, c'est une relation qu'on dit curvilinéaire et positive. Ce que ça veut dire en français, c'est que plus la température du sol augmente, plus la respiration va augmenter rapidement. Donc, ce n'est pas linéaire, c'est vraiment exponentiel. Après la température, c'est la teneur en eau qui est la deuxième variable la plus importante au niveau du contrôle de la respiration des sols. Donc, comme je disais tantôt, la température explique une grande partie de la variabilité de la respiration des sols, sauf quand on se trouve en période de sécheresse, où là, la teneur en eau devient vraiment un facteur limitant. Donc, plus concrètement, par exemple, l'été, ici au Québec, ce qu'on observe, c'est une hausse de la respiration des sols avec la hausse des températures puis la baisse de la disponibilité en eau. Sauf quand on arrive en dessous d'un certain seuil de teneur en eau, où là, on voit une baisse de la respiration, même si la température continue d'augmenter, en fait. Donc, si on revient à ce que j'ai dit tantôt, on s'attend à plus de sécheresse dans les forêts du Québec. Donc, conséquemment, on s'attend aussi à ce que la teneur en eau joue un rôle de plus en plus important dans le contrôle de la respiration des sols. Ensuite, pour ce qui est de la composition en espèces, les espèces influencent les propriétés du sol, donc oui, la température et l'humidité, comme je parle depuis tantôt, mais aussi le flux de nutriments, l'acidité. Donc, par exemple, quand on est en couvert de conifères, comme de sapins-miniers, par exemple, c'est un sol qui est plus sec et acide généralement, ce qui vient accentuer la sécheresse. À l'inverse, quand on est sous couvert de hêtre, qui est un type de feuillu, là, oui, le sol est plus acide, mais plus humide parce que c'est un couvert qui est généralement plus dense, donc qui laisse moins passer la lumière, ce qui fait qu'il y a moins d'évaporation et évapotranspiration. Donc, si on se base sur les influences que je viens de vous parler, ça mène à la problématique sur laquelle est basé mon projet de recherche, qui est que la combinaison de la hausse des températures, la baisse de la disponibilité en eau, puis les changements dans la composition en espèces ont un fort potentiel de modifier le flux de CO2 du sol. Et là, vous comprendrez que ça peut modifier la concentration de CO2 atmosphérique aussi. Donc, ça mène à ma question très, très précise de
recherche qui est quels sont les effets des changements climatiques sur la respiration des sols d'une forêt tempérée décidue à sa limite nordique. Donc, très précis, pourquoi une forêt tempérée décidue, pourquoi à sa limite nordique? La forêt tempérée, c'est un puits très important au niveau mondial de carbone, d'où la pertinence de comprendre comment ce type d'écosystème-là va réagir au changement climatique. Puis pourquoi à sa limite nordique? C'est qu'à cet endroit-là, on se trouve à l'interface entre la forêt tempérée, mais au nord, la forêt boréale. Fait qu'on a un genre de beau mélange d'espèces, une grande variabilité. Puis cette belle mosaïque de peuplement nous permet de mesurer une plus grande variabilité de réponse parce qu'on trouve des espèces, autant par exemple le sapin brouillé qui appartient à la forêt boréale que l'érable qui est de forêt tempérée. Donc, là, c'est beaucoup plus le fun. C'est plus déprimant. C'est comment est-ce que je réponds à cette question-là au niveau plus concret. Donc, mon projet de recherche a lieu à la station de biologie des Laurentides, qu'on appelle plus communément l'ASBL. C'est à Saint-Hippolyte, un peu au nord de Montréal. Puis, c'est une station de recherche qui appartient à l'Université de Montréal. Donc, c'est un peu le terrain de jeu des étudiants et professeurs en géographie et en biologie. Donc, nous, on a choisi 8 peuplements qui diffèrent en termes de composition en espèces. Donc, j'ai des peuplements de feuillus à dominance de hêtre, puis aussi des peuplements qui sont mixtes, donc à la fois des conifères et des feuillus. Donc, chaque peuplement est composé de 4 parcelles de 3 mètres par 3 mètres, dont 2 qu'on dit témoins, donc on ne vient pas modifier les conditions, puis 2 qui sont réchauffés artificiellement de 3 degrés par des fils, des câbles chauffants dans le sol. Donc, c'est vraiment comme du plancher chauffant. Fait que ça nous fait 32 parcelles au total, dont 2 qui sont, la moitié qui sont chauffées, puis l'autre qui ne l'est pas. Donc, ça nous permet vraiment de venir comparer la respiration des sols avec une différence de 3 degrés au niveau de la température. Donc, comment on fait ça vraiment sur le terrain? L'échantillonnage dans le cadre de mon projet se fait durant la période sans neige de 2021 et 2022, donc de mai à octobre-novembre. Donc, on va débuter sous peu la deuxième année d'échantillonnage quand il n'y aura plus de tempête de neige comme hier. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on vient, comme vous voyez sur la première image, on vient extraire du gaz qui s'accumule sur une certaine période de temps dans ce qu'on appelle des chambres de flux gazeux en mauve. Ensuite, on transfère cet échantillon-là dans des fioles, puis le contenu des fioles est analysé en laboratoire avec un appareil qui vient nous dire vraiment la concentration en CO2 qu'on trouve. Donc, toutes les données qui vont être récoltées pendant ces deux années de récolte de données, ils vont ensuite être analysés avec plusieurs types d'analyses statistiques pour faire ressortir des tendances. Donc, ces tendances-là, ce serait par exemple, est-ce que la respiration est vraiment plus intense dans les parcelles chauffées? Est-ce qu'en stress hydrique, durant les périodes de sécheresse estivale, par exemple, on va vraiment voir une diminution de la respiration? Puis si oui, est-ce que cette diminution-là va être plus marquée dans les parcelles chauffées? Ou encore, est-ce qu'il y a vraiment une différence de respiration selon la composition en espèces? Donc, ce sont toutes des questions à laquelle on aimerait avoir réponse, en fait, pour mieux comprendre l'influence de la température puis de l'humidité sur la respiration des sols en forêt tempérée. Donc, je souhaite en fait que les résultats qui ressortent de mon étude puissent contribuer à peaufiner les simulations à long terme de la dynamique du carbone dans les écosystèmes forestiers selon un climat changeant, donc en contexte de changement climatique. Donc, avant de terminer, je tiens à mentionner que c'est un projet d'assez grande ampleur, en fait, qui a commencé il y a déjà quelques années à Saint-Hippolyte, à l'ASBL. Donc, on est plusieurs à travailler là-dessus, plusieurs cerveaux, plusieurs paires de bras. Donc, je tenais à le mentionner puis à les remercier. Alors, voilà. Super. Donc, merci beaucoup pour la présentation. On a une petite période de questions d'environ 5 minutes. Je laisse la parole. Juste répéter les questions dans le micro. Si jamais. Oui. Est-ce qu'il y a une façon qu'on va pouvoir avoir les résultats de l'étude? La question, c'est est-ce qu'il y a une façon qu'on va pouvoir avoir les résultats de l'étude? Oui. En fait, j'ai déjà. Je peux en parler un petit peu parce que j'ai déjà un peu analysé les données de la première année. Je peux faire vite, genre un peu les hypothèses qui ressortent de ça, c'est que, dans le fond, oui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une respiration plus forte, quand même très, très marquée, juste avec un 3 degrés de différence. Puis un 3 degrés, malheureusement, ça va arriver plus vite qu'on le pense, cette augmentation-là. Donc, oui.
Après, ce qui est plus difficile, c'est au niveau de la composition en espèces parce que c'est tellement multifactoriel, l'influence qu'ils viennent avoir sur les sols, que c'est très, très hétéroclite comme réaction, je dirais. Fait que c'est ça, mais oui, mon mémoire devrait être écrit dans un an, fait que je te le dirai en tout cas. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui. Comment comparer le Québec à d'autres endroits dans le monde pour étudier ce phénomène-là? Ben, dans le fond, c'est vraiment, je dirais que si, mettons, au niveau de la forêt tempérée, comme je disais, il y a eu plusieurs études, en fait, qui ont été faites partout dans le monde. Après, c'est ça, au niveau de la forêt tempérée, c'est un peu important. Donc, c'est important, je pense, de m'attarder, de l'utiliser un peu comme terrain, justement, parce que c'est là qu'il risque d'avoir des effets importants. Après, la forêt tempérée, elle est, oui, au Québec, aussi en Europe. Donc, ça pourrait aussi se faire là, c'est certain. Après, il y a des études, comme je dis, qui ont été faites dans toutes sortes d'écosystèmes, puis qui ont justement démontré, comme je disais au début, qu'il y a déjà justement des forêts, par exemple, des parties de la forêt amazonienne qui sont déjà des sources. Donc, ça a été démontré là. Ouais, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Qu'est-ce qui fait que des arbres basculent entre absorber plus de CO2 et produire plus de CO2? Donc, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a cette transition-là? Et je m'attendais à cette question-là. Mais c'est ça, je n'ai pas expliqué dans 12 minutes parce que c'est super complexe. Ouais, c'est ça. Il y a plein, tu me le diras, il y a plein de raisons. Parce que déjà, il faut venir vraiment compartimenter. Donc, il y a vraiment ce qui se passe au-dessus du sol et ce qui se passe dans le sol. Fait que, mettons, si je me base sur qu'est-ce qui se passe au-dessus du sol, c'est que les espèces d'arbres ont des genres de stratégies de protection face au changement climatique. Donc, il y a des espèces qui vont, en réponse à la grande chaleur, ils vont fermer leurs pores des feuilles. Puis, c'est dans ces pores-là que les échanges gazeux et d'eau se font. Donc, en fermant ces pores-là, ils font ça pour garder leur eau. Mais le problème qui vient avec ça, c'est qu'ils n'absorbent plus de CO2. Par contre, c'est pas si simple que ça, il y a des nuances parce qu'il y a d'autres espèces qui, eux, ils ont d'autres stratégies qui se disent « Tant pis mon eau, je veux continuer à absorber du CO2 ». Fait qu'eux, ils vont garder leurs tomates, qu'on appelle les pores, les tomates ouvertes. Donc, c'est de venir voir, ça dépend dans quel peuplement on se trouve, quel type d'espèces prennent plus de place au niveau de leur stratégie, justement. C'est méga complexe. Après ça, si on se base sur le sol, comme on voit, bien, le sol ne fait pas de photosynthèse, il fait de la respiration. Donc, je dirais que de façon générale, c'est les sols qui viennent un peu avoir l'influence la plus importante sur ce débalancement-là. Parce que, comme je dis, au-dessus du sol, on voit vraiment autant de l'augmentation que de la diminution de photosynthèse en réponse au changement climatique. Donc là, c'est un peu difficile de dire, mais là, les sols viennent vraiment changer la donne, justement, au niveau de ce débalancement-là. Fait que je répondrai comme ça, mais ça reste très complexe. Ouais. Le fait que certaines forêts deviennent des sources de CO2, quel impact ça peut avoir sur l'environnement forestier, sur l'écosystème forestier? Par exemple, des espèces qui peuvent être amenées à disparaître au profit de l'eau. Dans le sens, tu veux dire avec une augmentation de CO2, mettons? Oui, le fait qu'on change progressivement, qu'elles deviennent plutôt des sources de carbone. Donc, la question, c'est le fait qu'ils deviennent des sources, est-ce que ça a un impact sur les forêts en retour? C'est un peu ça ta question. La diversité des forêts. Oui, bien, c'est sûr que comment je répondrais à ça, c'est que je ne veux pas en mettant plus. Les forêts, surtout au Québec, mettons, c'est quasiment juste ça au Québec. Fait que je veux pas, ça a une très grande contribution au CO2 atmosphérique. Fait que si tu viens mettre plus de CO2, ben c'est comme un peu la boucle que j'expliquais au début. Ça vient comme vraiment accentuer à ce niveau-là. Mais après, on voit aussi des déclins, même des morts là, au niveau des écosystèmes, parce qu'il y a certaines espèces qui sont beaucoup plus fragiles. Comme je parlais de stratégie tantôt, il y en a que, justement, la croissance, elle va complètement arrêter parce que, justement, ils préfèrent, par exemple, fermer leurs tomates. Donc, vu qu'ils ne prennent plus de CO2, qui est un peu l'énergie pour croître, c'est fini la croissance. Donc, là, on voit des déclins. Ça, ouais. On a le temps pour une dernière question, s'il y en a une. Oui. Curiosité personnelle, vu que tu as étudié en géographie, et là, c'est des phénomènes hyper bio, de ce que je comprends. Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire le pont entre les deux? C'est des notions que vous voyez en géographie? C'est pas tout ce qui est écologie forestière. Malheureusement, on ne voit pas vraiment ça en géo. C'est sûr que mon bac, moi, c'était géographie environnementale à l'UDM. Fait que c'est beaucoup plus
ils se disent plus axés sur l'environnement, mais après, c'est un peu une folle. Mais bon. En tout cas, mais oui, moi, c'est comme. Fait que non, je n'avais pas ce background-là. Fait que au niveau d'écologie forestière, ben, j'ai dû un peu apprendre de façon autodidacte à faire de l'identification forestière et tout, ce qui m'a fait trouver une passion énorme là, pour l'écologie forestière, pour l'identification de flore et champignons, mettons. Fait que non, on ne voit pas ça. Ça a été comme un grand changement, mais ça reste. On est tous des géographes qui travaillons là-dessus quand même parce que ça reste que, en gros, clairement, vous dites, ça ne mange pas de la géographie, là, mais c'est que, dans le fond, c'est juste d'analyser les relations entre entités spatiales. Genre, si j'ai une phrase à décrire sur la géographie, fait qu'au final, c'est ça que je fais moi, mais pour une composante en tant que telle. Fait que c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Charlène. Donc, notre prochaine présentation va être par François Lespinasse. François est étudiant à la maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal et en dehors de sa vie académique, il est intervenant chez Écomotion et chez Menzoé. Oui, Menzoé. Yeah, merci. Fait que méditation en zone éducative, c'est ça le Menzoé. Je fais de la méditation dans des écoles, dans des zones éducatives. Puis récemment dans des CHSLD. Puis on se sent bien ce soir? C'est important de porter attention à ça. Je vais essayer de vous en parler ce soir. Ça vous tente? Hein? OK. Fait que j'aurais peut-être une question quiz pour vous faire patienter en attendant. Est-ce que ça vous tente? OK. C'est vraiment philosophique. Là. Dans le fond, selon vous, on pourrait y aller librement, dans le fond. Il y a combien d'émotions? Je ne vais même pas vous laisser de choix de réponse. Là. Juste faites des propositions out loud. Il y a combien d'émotions qu'on peut vivre? Infini? OK, infini. Y a-t-il quelque chose dans une autre proposition? 38, fait qu'un plus que une poignée. Infini. OK. Ouais. Tu sais, il y a plusieurs propositions pour dire les humains vivent tel nombre d'émotions. Ça, c'est des théories. On a des concepts donc pour décrire comment on vit. Puis, moi, je suis de votre avis qu'il y a un nombre infini d'émotions qui peuvent être vécues. Yes. Ouais. C'est-à-dire, autant qu'il y aura de sensations vraiment spécifiques reliées à une expérience, autant il y aura de spécificité à l'expérience, autant il y aura de mots pour décrire ces expériences spécifiques. Donc, oui! Salutations donc, aussi aux micro-organismes qui sont entre nous et à l'intérieur de nous, on se parle. Salutations au Zoom. Prenez-le pas mal, là, je ne vous traite pas de 100 cœurs, c'est pas ça l'idée. En fait, c'est que dans mon domaine de recherche, il y a un problème de surreprésentation du cerveau. C'est un peu vrai aussi dans la société en général. Fait que, ce que je viens vous parler, je me sens vraiment privilégié de faire ça parce que, justement, j'étais ici il y a 3 ans avec Isabelle, puis on développait une idée qu'on a eu la chance d'être convaincu, en fait, de se convaincre au fil des années. Puis, essentiellement, ça consiste à vous dire, votre travail émotionnel, puis l'investigation de votre vécu, dans le fond, personnel, là, ça fait partie de la lutte pour la justice climatique. C'est une partie essentielle, selon moi. Puis, je vais essayer de vous démontrer pourquoi par là. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qu'il raconte, le gars? Moi, je vous réfère à mon neuroscientifique préféré. Il dit que, dans le fond, la lutte, ça se fait dans Mind and Life. Donc, la lutte pour le maintien de la vie, la lutte pour le maintien de notre équilibre psychologique, notre santé mentale, essentiellement. Donc, quand je regarde ce concept-là d'une autonomie à l'échelle individuelle,
je ne veux pas m'empêcher de penser qu'à l'échelle de l'humanité, ben, on se passe un fardeau de génération en génération. Puis, quand je me connecte à cette réalité-là, ben, je veux méditer. C'est plus fort que moi. Je veux faire la présence attentive. Je vous invite, si c'est sage pour vous, là, si ça vous tente, là, juste essayer de noter qu'il y a un corps ici. Parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. Peut-être si vous êtes à l'aise à le faire, vous pouvez fermer vos yeux et juste prendre une respiration plus profonde. C'est comme ça que je ressens mon privilège. Là. Je me le permets en ce moment. Vous pouvez peut-être donc noter les variations là, dans votre respiration, dans votre rythme cardiaque. Puis, vous pouvez revenir à cet exercice-là là, si jamais vous me trouvez plate. Ici, vous avez une citation qui fait écho à ce que je voulais vous démontrer, c'est que votre cœur s'adapte, votre rythme cardiaque s'adapte aux efforts que vous faites. Qu'il soit de nature physique, comme ça, ou 2 + 2 = 4, cognitif, ou émotionnel, c'est-à-dire que c'est principalement émotionnel, selon moi, nos efforts qu'on fait, parce qu'on s'adapte, on navigue dans des situations émotionnelles tous les jours de notre vie. Fait ici, vous avez une citation de mon rappeur favori, hein? C'est lui qui m'a montré ce facilement. Dans le fond, lui, il nous rappelle d'exprimer de la gratitude envers ce qui se passe de façon autonome dans notre corps. Puis, vous voyez, comme la respiration, on peut la contrôler comme elle peut être autonome. Ces 2 composantes-là dans la respiration, mais il y a aussi dans les émotions. C'est-à-dire que je peux choisir de répondre à une situation émotionnelle plutôt que d'y réagir. Puis ça, c'est un message qu'on essaie de développer avec Écomotion, OBNL. Donc, c'est quoi une émotion? Okay? Juste à base, restez avec moi. Il y a un peu de théorie, mais ça va bien aller. Ça vaut vraiment la peine. Moi, je vous propose qu'une émotion, c'est littéralement tout ce qu'on vit. Parce que littéralement, tout ce qu'on vit a une composante qui est émotionnelle. Par définition, toutes les expériences conscientes sont émotionnelles. C'est comme ça qu'on arrive à faire du sens de notre vie. T'sais. Donc là, ça sonne un peu ésotérique, mais vous avez ici le modèle le plus réductionniste en sciences psychologiques sur les émotions qui dit, ben, OK, il y a une composante mentale, c'est-à-dire que c'est soit déprimant, c'est-à-dire que c'est soit agréable, désagréable, ou déprimant, ou super excitant ce que tu vis. Ben, plus tard, on a fait wow! Attends, ça prend plus de dimensions que ça pour décrire la richesse, pour rendre compte de la richesse d'une émotion. En neurosciences, juste au bas ici, mais on s'est rendu compte d'un problème, parce qu'on ne peut pas demander à la personne de nous rapporter avec vraiment beaucoup de précision son vécu sur toutes ces dimensions-là, puis à la fois capter son activité physiologique, c'est-à-dire, je te mets dans un scanner, c'est sûr que j'altère ta manière de fonctionner émotionnellement à la base. Fait que pour ceux qui se connaissent en physique, là, je vous estime beaucoup, c'est pour ça que j'en parle. Donc, on a le même problème qu'avec l'électron. On ne peut pas avoir la vitesse et la position de l'électron aussi précisément. Simplement, on a le même problème avec les émotions. Et donc, il manque de quoi ici? Là? Je suis désolé. Bref, je veux vous décrire. Il y a un modèle qui nous dit qu'il y a des couches à l'expérience. En fait, c'est le modèle auquel j'adhère. C'est-à-dire qu'il y a une couche qui est narrative. C'est la couche vers l'extérieur. Cette couche narrative-là, c'est « je suis triste ». Okay? C'est l'histoire qu'on se raconte. C'est des mots. Okay? La couche plus concentrique, qui serait le soi minimal, la couche minimale de l'expérience, mais elle, c'est les sensations qu'on nomme « je suis triste ». Genre, j'ai la voix qui craque, j'ai des larmes aux yeux, etc. Vous comprenez un peu ce que je veux dire par là? Donc, restez avec moi, là, s'il vous plaît.
on zoome in dans le présent. Ça, c'est le soi minimal, OK? Votre conscience, là, je peux mettre ici, elle se promène là, comme ça. Puis, dans le fond, parce que oui, c'est vrai que même si on est dans le moment présent, on est en train d'anticiper ce qui va se passer ou on est en train d'évaluer ce qui vient tout juste de se passer. C'est ça que ça explique ici. Donc, on a une trajectoire, si vous voulez, de votre conscience sur ces deux couches-là. Puis vous voyez que la couche narrative, elle essaie d'imiter ce qui se passe dans le corps, c'est-à-dire elle essaie de l'expliquer, elle essaie de l'interpréter. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on peut associer ces trajectoires-là à de l'activité du système nerveux. C'est ça que j'essaie de faire avec mon équipe. Bon, là, vous n'avez pas la description derrière parce qu'on a eu un petit problème de transmission de fichiers, mais essentiellement, ça, c'est mon équipe. Puis Jacques Courtois, là, qui est vraiment intéressant, une belle personne qui a voulu investir donc, dans ce projet avant-garde-là où on essaye de collecter le plus de données possible sur les mêmes personnes intensivement pendant le plus de temps possible pour justement poser des questions importantes sur c'est quoi fondamentalement une émotion dans le corps, comment ça se passe, c'est quoi. Puis la manière qu'on a décidé de tester ça, une des premières manières, là, il y en aura d'autres, c'est en montrant à nos participants un show que tout le monde connaît. Fait que l'idée, dans le fond, c'est que l'émotion, moi, que j'investigue ici, c'est ce qui est partagé entre les personnes. L'interprétation partagée du contenu émotionnel de Friends. Puis, pourquoi? C'est que je présuppose, dans le fond, que la synchronie de nos rythmes biologiques, de ce qui se passe dans notre corps, elle reflète cette compréhension-là qui est partagée. OK? Je développe ici. Ça, c'est un rythme biologique qu'on connaît. On a fait l'expérience tantôt, c'est notre rythme cardiaque. Donc là, il y aurait comme deux tracés d'accélération et de décélération du rythme cardiaque, là, deux personnes différentes. Donc, prenez cette logique-là, puis appliquez-la à 283 000 voxels dans le cerveau, c'est-à-dire 283 000 points pour capter les variations en oxygénation sanguine dans le cerveau. Puis ici, ce qu'on représente, c'est à quel point elle synchronne. Est-ce que... Non, je n'ai même pas l'animation. Ça, c'est une vidéo. Donc là, on avait, dans le fond, un niveau de variation, un niveau de synchronisation qui changeait entre les émissions, en fait. Donc, à chaque émission, il y a une variabilité dans ce niveau de synchronie-là, mais il y a un patron qui est constant. Puis là, on le voit ici à travers justement tous les épisodes. Ça, c'est le même cerveau, donc à plusieurs couches moyennées. Puis on a justement, ce que je vous présente ici, c'est que c'est moins synchrone dans les régions antérieures, c'est-à-dire dans les régions plus affectives, émotionnelles. Moi, ce que je tente de faire, c'est d'expliquer pourquoi il y a une variation. Donc, avec le rythme cardiaque, entre autres. Encore un même problème, parce qu'on n'a pas regardé, désolé. Mais ce qu'on a derrière, en fait, c'est on représente, j'essaie de revenir à ce que je vous disais tantôt à l'échelle de l'humanité, notre autonomie. C'est à l'échelle de l'humanité, justement, on se compte unité. Comme on fait en se synchronisant à Friends, puis comme on fait dans notre vie de tous les jours, on se raconte une histoire, on se raconte aussi une histoire à l'échelle de l'humanité. Puis, donc, pour vous mettre ça en contexte, en relation avec l'éco-anxiété, je fais un peu d'histoire. Rapidement, Anne Sellier, c'est un professeur de l'Université de Montréal qui a décrit le syndrome physiologique du stress. Il a dit qu'il y a des tensions dans le corps, puis ils sont bénéfiques, ils nous signalent, en fond, un changement qui doit être fait, un besoin qui doit être répondu. Puis l'anxiété, plus tard, on a dit, ça, c'est une version exacerbée de ce stress-là par le mental. Donc, on en a fait un trouble d'anxiété. C'est correct, mais c'est un peu pathocentré. On a un peu le même problème avec l'éco-anxiété, mais là, je vous dis, moi, selon moi, on peut le débattre là, plus tard, mais ce n'est pas un trouble.
parce que les croyances de la personne sont adaptées à la situation. Peut-être que donc l'éco-anxiété et les tensions qui sont signalées par l'organisme, ben, elles signalent un besoin de peut-être faire un peu d'introspection, entre autres. Donc, je vous dis, on peut utiliser le corps comme un trésor pour s'adapter aux nouveaux challenges qu'on a, nous, dans notre génération. Donc, pour vous accompagner dans ce processus-là personnel, je vous propose des trucs qui ont été aidants pour moi. Je fais une pause. Est-ce que c'est sage pour moi de m'arrêter là? Juste ça. Puis dans cette pause-là, est-ce que je peux cibler une tension dans mon corps, que ça soit musculaire ou que j'ai la bouche sèche, je pourrais boire de l'eau? Donc, est-ce que je peux cibler une tension puis la relâcher? Tout simplement. Donc, les tensions de type émotionnel, ben, moi, j'ai trouvé aidant de pouvoir relâcher ces tensions-là avec des mots, des nouveaux mots. Vous comprenez pourquoi je vous disais ça tantôt? Donc, ici, on a une liste d'éco-émotions décrites par Albrecht, Jan Albrecht, qu'on aime bien. Puis je reviens à mon modèle de tantôt, avec les différentes couches, là. Vous les voyez. Vous avez manqué la première couche, mais bon, ici, ce que je veux vous représenter avec la ligne rouge, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle au téléjournal là, qui est faite pour réagir, nous faire réagir d'une certaine manière. Elle est faite pour susciter une réaction émotionnelle. Puis, c'est bon, est-ce que je peux donc reconnaître cette réaction émotionnelle-là avec de la présence, avec les outils, les questions que je vous ai posées notamment, pour juste voir si c'est possible d'amener un peu de douceur dans ce moment-là. Juste changer l'expérience dans le corps. Je vous laisse sur une photo de ma montagne maison, qui ça nomme Mont-Saint-Hilaire plus communément. Mais bon. Donc, c'est une place pour laquelle je vis beaucoup de solitude. Donc, je vous dis que, en fait, je ressens de l'interconnexion avec les différents organismes qui se trouvent là à plusieurs échelles dans cette montagne-là. J'ai appris à les nommer, à voir comment ils changeaient dans le temps parce que j'y retourne souvent. J'ai même essayé de trouver des mots pour décrire le territoire d'une autre manière, d'une manière qui me convenait plus. Donc, pour Iguamadénézibo, qui est Mont-Saint-Hilaire, c'est plate ça avec ça. Là, c'est avec un souhait aussi, c'est celui de se synchroniser donc, sur d'autres sources que la télévision. On n'a plus de messe le dimanche, là. On est au courant de ça, mais est-ce que c'est possible de peut-être avoir un moment dans la semaine que genre, c'est dédié à notre santé mentale? Genre, ça peut nous faire du bien, non seulement individuellement, mais aussi comme à l'échelle de la société. C'est ça. Tenez bon, vos actions, là, elles sont pleines de sens. Juste, est-ce que c'est possible, vous pensez, d'amener un petit peu plus de douceur? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez apprécié votre toucher pendant mon exercice? Je ne sais pas c'est qui la première personne. Allez-y, monsieur, votre nom? Je me présente Don. Je m'excuse? Don. Don. Bonjour. Premièrement, pourquoi il y a des gens qui pleurent facilement devant les parties sentimentales des émissions comme Friends? Oui, ben, tu sais, j'ai pas une explication vraiment intéressante là-dessus. Là. En fait, ça serait vraiment de nature de l'opinion parce que pour vrai, en science, on n'a pas des explications précises à ces phénomènes. C'est un problème, justement, en sciences des émotions. Mais pour commencer, je vous dirais peut-être que s'il y a des personnes qui sont plus sensibles, parce que c'est ça la question, s'il y a des personnes qui sont plus sensibles
à des TV shows ou n'importe quel trigger émotionnel, ben, je vous dirais que cette sensibilité-là peut être due à des facteurs qui sont corporels, oui, entre autres, mais aussi mentaux. C'est-à-dire que tout le bagage culturel aussi est relié autour qui servent à expliquer, dans le fond, notre vécu émotionnel. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce qu'il y a des normes sociales pour qu'on se dise, OK, ben, ces sensations-là, ben, c'est de la tristesse. Ces sensations-là, c'est tel. Puis il y a aussi un apprentissage qui se fait socialement, c'est-à-dire par gratification. Si moi, j'obtiens ce que je veux en exprimant de la tristesse, ben, je vais peut-être le faire plus souvent. Fait que, il y a plusieurs voies d'explication. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Oui. Merci pour la présentation. C'est vrai. C'est une question, est-ce que par rapport à cette question de l'éco-anxiété, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais c'est pas grave, mais est-ce qu'on observe une différence entre, peut-être qu'il n'y a pas eu de recherche dessus, moi vraiment, ça m'obsède, cette question d'écologie, etc. Et est-ce qu'on voit, on observe une différence dans les différentes gammes d'âge? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens au-dessus de ma génération qui ne sont pas concernés. Et autant, par contre, les plus jeunes que moi, notamment les plus grands, qui développent éventuellement des vrais mal-être. Et moi aussi, d'ailleurs. Je l'attendais, celle-là, justement. Il y a des situations, on peut dire que. Bon, je vais commencer par répéter la question. C'est-tu une affaire générationnelle, l'éco-anxiété? Je vous dirais que, en partie, oui. Mais en partie, c'est un phénomène qui nous touche tous, peu importe l'âge. C'est juste à quel point est-ce qu'on est réceptif, vous parlez de sensibilité, monsieur, tantôt, à quel point on est réceptif à ça, ça dépend de notre culture, des normes sociales. C'est sûr que si j'avais 80 ans et que j'avais beaucoup de temps à vivre, ben, je serais moins concerné. Ça, c'est la première partie de la question, la culture, tout ça. Mais deuxième partie, donc, ça serait dire, bon, il y a des gens qui vivent des versions exacerbées d'éco-anxiété qui s'apparentent justement à des maladies. Ce que moi, je veux vous dire, c'est qu'on a un narratif méta, de c'est quoi l'éco-anxiété. Puis ça, c'est important que ça ne soit pas un trouble. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les croyances sont adaptées. Il ne faut pas avoir un discours pathocentrique autour de ce phénomène-là. Puis donc, notamment avec les éco-émotions, le travail d'éco-émotions, notre organisation. On essaie de partager justement un lexique pour décrire son vécu. Peut-être que juste ça peut faire beaucoup de bien dans le bagage culturel qu'on a de l'éco-anxiété. Peut-être que ça peut aider physiologiquement les personnes. C'est mon opinion. C'est de Selon toi, est-ce que l'éco-anxiété est nécessaire pour résoudre des problèmes? Bien, clairement, l'éco-anxiété est nécessaire pour. Ben, c'est ça la question. Je vais répéter la question. L'éco-anxiété est-elle nécessaire pour nous sortir de cette crise-là? Hein? Ben, je ne dirais pas que c'est nécessaire dans le sens si et seulement s'il y a de l'éco-anxiété, donc on va pouvoir s'en sortir. Non. Genre, justement, l'éco-anxiété ne doit pas être le seul signal pour qu'on s'en sorte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait justement une diversité dans la manière qu'on décrit comment on se sent par rapport à ces problèmes-là spécifiques reliés à la crise climatique, socio-climatique. Pour que justement on trouve des solutions novatrices et qu'on laisse aller notre créativité, notamment en utilisant des nouveaux mots pour décrire comment on se sent. Oui. Ça répond? Oui. C'est une autre question? Peut-être qu'on pourrait discuter à la fin.
là, puis sur Zoom. Donc, mon nom, c'est Terra, et ce soir, je vais vous présenter les résultats de ma maîtrise qui se portait sur l'éco-anxiété chez les enfants, donc le vécu émotionnel là, par rapport au changement climatique, spécifiquement chez les enfants au Québec. Et j'ai été supervisée par Catherine Malbeuf-Urtubise, Chantal Camden et Mélissa Généreux, que je remercie grandement, mais qui ne sont pas là ce soir. Alors, bon, je n'ai pas besoin de repasser tant de temps là-dessus. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous savez que les changements climatiques vont être le défi de notre génération, peut-être des prochaines générations aussi. Et il y a une récente enquête mondiale qui a été faite auprès de 10 000 jeunes entre 16 et 25 ans. Puis, ils ont trouvé que presque 60% étaient très inquiets ou extrêmement inquiets par rapport au changement climatique. 83% pensaient que les gens ont échoué à prendre soin de la planète et 45% voyaient un impact négatif de cette inquiétude sur leur vie quotidienne et leur fonctionnement. Donc, on voit vraiment que l'inquiétude par rapport au changement climatique est vraiment rentrée dans la conscience des jeunes. Alors, on en vient au concept clé de l'éco-anxiété qu'on a déjà un peu commencé à aborder avec la présentation précédente. Alors, l'éco-anxiété, en fait, on voit ça plus comme une réaction normale et valide face à une situation qui est réellement alarmante. Donc, on va définir ça par un état psychologique de malaise et d'appréhension face à l'incertitude de l'avenir dans le contexte des changements climatiques, qui peut être vécu comme un spectre d'émotions variant en intensité et en dysfonctionnement. Donc, on a plusieurs émotions comme la tristesse, la culpabilité, la colère, le désespoir. Et ces émotions-là peuvent soit mener à une adaptation, à une mobilisation, à de l'action ou quelque chose de plus positif. Ou sinon, peuvent aussi aller de l'autre côté, plus vers une détresse, une dysfonction, une paralysie. Mais encore, on ne parle pas nécessairement d'une pathologie. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va diagnostiquer en tant que psychologue, puisque, comme je disais, c'est une réaction qui est normale et valide. Mais cependant, ça peut quand même mener à comme cette dysfonction, donc des émotions qui peuvent être difficiles, donc qui vont forcer les gens à peut-être aller chercher de l'aide ou juste se sentir vraiment pas bien. Donc, moi, je me posais la question, mais qu'en est-il des enfants? Parce que c'est eux et elles qui, un peu, ont le fardeau de vivre les changements climatiques tout au long de leur vie. Alors, mon projet de recherche, j'ai commencé par faire une revue de littérature pour me rendre compte qu'il n'y avait pas tant d'informations chez les enfants. Donc, on a, comme je montrais tantôt, plus chez les jeunes, donc adolescence, on voit que, ouais, il y a cette inquiétude-là qui est quand même présente, mais plus jeune, il n'y avait pas tant d'informations, encore moins au Québec. Donc, c'est sur ça que je me suis lancée. J'ai recruté des enfants entre 8 et 12 ans partout au Québec, à travers des organismes œuvrant avec les familles. Et puis, j'ai fait des entrevues en ligne d'environ 30 minutes avec ces enfants-là. Puis, j'ai fait une analyse qualitative. Donc, plutôt que d'aller voir avec une échelle puis de ressortir des statistiques, on est allé voir plus quels mots qu'ils utilisaient puis quels thèmes ressortent de tous les discours des enfants. Donc, alors, le processus qu'on a utilisé, c'est des entrevues semi-dirigées. Donc, on avait comme un gabarit de questions, puis on pouvait le suivre ou un peu en dévier pour pouvoir permettre une flexibilité là, dans l'approche avec les enfants. Et puis, j'ai commencé par demander aux enfants de dessiner un dessin de la Terre quand eux ou elles allaient être adultes. Et donc, ça, vous allez voir au courant de la présentation. Et je leur posais des questions comme « Avez-vous déjà entendu parler des changements climatiques? Si oui, si vous pouvez l'expliquer un peu dans leurs mots. Et puis, évidemment, comment ça leur faisait sentir d'en parler comme ça, quelles émotions qui ressentaient. Alors, pour ce qui est des résultats,
On a trouvé 3 grands thèmes dans les discours des enfants, dans les entrevues. D'abord, leur compréhension des changements climatiques. Je ne vais pas en parler tant que ça parce qu'on n'a pas tant de temps. Mais en gros, les enfants du groupe d'âge 8-12 ans ont une compréhension un peu globale des changements climatiques. Ils vont aussi avoir des idées un peu préconçues, étranges, comme que la Terre va fondre. Mais quand même, ils comprennent que bon, les gaz à effet de serre, ça existe. Ils comprennent surtout les conséquences. Donc, les ours polaires vont mourir. Il y a plus de feux de forêt. Donc, voilà, plus des concepts concrets. Mais moi, je vais plus vous parler de leur vécu émotionnel et de leur façon de gérer leurs émotions. Alors, leur vécu émotionnel. D'abord, ce qui ressort beaucoup des entrevues, c'est la tristesse. Donc, ils vont beaucoup nommer la tristesse. Donc, vous voyez le beau dessin d'un des participants. Et une participante me disait qu'elle ressentait de la tristesse parce que, ben, pour moi, j'aime quand même beaucoup la nature parce que grâce aux arbres, il y a de l'air qu'on peut respirer. Ça ne me semble pas vraiment que les animaux y souffrent. Donc, c'est à travers ça qu'il m'explique que, bon, ils ressentent de la tristesse pour les animaux surtout. Ensuite, une autre émotion qui va ressortir, c'est la colère. Surtout contre les gens qui polluent. Donc, ils vont dire qu'ils sont fâchés, que ça les frustre quand ils voient quelqu'un jeter quelque chose par terre, par exemple. Et aussi, ils ressentent de la colère contre les générations passées. Donc, une personne qui me disait « Je suis fâchée parce que tout ça, c'est à cause de la pollution. Ça, c'est nous qui le fait. Puis moi, j'aimerais vraiment genre qu'on arrête ça là. » Très bonne. Donc, la colère, ça sort. Ensuite, la peur. Les enfants ont peur pour leur propre futur. Ils ont peur aussi pour les autres, qui comprennent qu'en ce moment, il y a quand même des gens qui vivent les conséquences, puis ils ont peur pour eux et elles dans d'autres pays, par exemple. Donc, la participante 7 me dit juste comme de penser à ce qui pourrait arriver. Ici, comme toute la glace fond, et puis il n'y a plus d'ours polaires. La plupart des animaux sont morts, alors c'est un peu, épeurant. Cette peur va vraiment ressortir de leur discours. Finalement, il y a l'appréhension, ce sentiment qu'il y a un moment d'urgence qui sont dépassés par la situation. Une participante me disait « ça me stresse beaucoup ». Quand je lui ai demandé ce qui la stresse, c'est surtout le changement d'habitat. Que même si on arrêtait genre maintenant de polluer partout sur la planète géante, le réchauffement continuerait un peu. Même si on ne fait rien, en fait, ça va durer des années. Donc, mes enfants comprennent qu'on ne va pas changer ça en une nuit. Mais il y a quand même quelques sentiments positifs qui vont ressortir de tout ça. Donc, ils ont comme une joie et une fierté d'agir. Donc, quand ils font des actions pour l'environnement, ils se sentent fiers. Il y a une gratitude qui va ressortir, comme la participante numéro 7, qui me dit, moi, je me sens aussi un peu contente. Je suis reconnaissante que je ne suis pas à un de ces endroits où c'est vraiment un gros problème. Parce que c'est vraiment dur quand ça arrive. Et je suis reconnaissante, je me sens chanceuse que je survis encore et que c'est encore facile pour nous, pour ma famille. Donc, malgré les émotions un peu négatives qui en sortent, il y a quand même le sentiment de gratitude. Et aussi, les enfants ont quand même de l'espoir. Donc, j'en en parlais un peu moins, mais ça ressortait quand même dans toutes les entrevues. Néanmoins, à avoir mentionné les autres émotions, il va y avoir de l'espoir aussi. Alors, pour ce qui est des façons de gérer des émotions, donc, en résumé, en général, les enfants vivent des émotions face au changement climatique qui pourraient constituer de l'éco-anxiété, comme la définition le mentionnait tantôt. Et les enfants arrivent quand même à gérer ces émotions. Donc, par exemple, en agissant, ça va les faire sentir fiers, leur donner un sentiment de pouvoir, d'agence. Ils vont en parler aussi à leurs parents et à leurs amis quand ils se sentent stressés ou tristes ou en colère.
Ils ont aussi un espèce d'espoir, peut-être un peu naïf, en l'humanité qui va ressortir. Donc, c'est quand même positif. Et ils vont se dire qu'ils diraient à leurs amis qui sont stressés par rapport au changement climatique, de juste en profiter avant d'être affectés. Ils vont aussi utiliser des techniques d'évitement, donc juste de penser à autre chose. Et aussi, il y en a quelques-uns qui vont dire, moi, quand je me sens comme ça, je l'ignore, pousse ça à l'intérieur de moi. Donc, il y a quand même plein de techniques qui sont utilisées. Alors, voilà. En conclusion, je pense que, comment nous on le voit, les enfants ils ont des émotions normales face à une situation qui est réellement alarmante. Ils ne sont pas complètement dans le champ à propos de ce qui arrive. Il y a tout un autre volet de mon projet qui était avec les parents aussi. Si vous voulez qu'on en parle après, ça va me faire plaisir. Mais je pense qu'il y a quand même un besoin chez les enfants d'un espace pour exprimer ces émotions-là. Ils ne savent pas nécessairement avec qui en parler. Donc, potentiellement, l'école, ça pourrait être un bel endroit où est-ce que, ils apprennent les didactiques, des changements climatiques, mais peut-être qu'il y a aussi l'espace pour exprimer ces émotions-là. Et puis, j'aimerais ça aussi proposer une idée de prévention chez ce groupe d'âge-là, parce que, comme je parlais tantôt, chez les ados, peut-être jeunes adultes aussi, il y a vraiment plus de pessimisme qui va ressortir, c'est déjà difficile. Mais là, dans ce groupe d'âge-là, il y a cette idée d'espoir naïf. Donc, je pense qu'on peut en profiter un petit peu et déjà commencer à les outiller pour que quand ils arrivent à l'adolescence, il y ait déjà ça dans leur poche pour faire face à leurs émotions. Et finalement, on parle beaucoup d'actions comme antidote à l'éco-anxiété. C'est sûr que ça fait du bien, ça donne ce pouvoir de pouvoir agir, ça fait du bien. Mais en même temps, on commence à parler un peu plus de peut-être le défi avec cet antidote à l'éco-anxiété, c'est qu'on met trop d'importance aux actions de l'individu, puis au long terme, en fait, ça peut créer comme un fardeau qui est mis sur soi. Donc, il faut faire attention, puis on va essayer d'aller un peu plus vers les connexions sociales, agir en communauté. Donc, peut-être pour éviter ça. Alors, voilà. Je vous laisse avec quelques ressources. Un livre de Karine Saint-Jean qui s'appelle « Apprivoiser l'éco-anxiété », qui est super pertinent, et une prof à l'UQAM. Et puis, même chose en anglais, si jamais il y a des gens qui préfèrent lire en anglais. Et finalement, dans le fond, on en a peut-être parlé un peu tantôt aussi, mais il y a quelques-uns et une d'entre nous qui faisons partie du collectif Écomotion. Et puis, on offre une plateforme sur laquelle on peut échanger et puis rencontrer des gens qui ont des émotions peut-être similaires à nous. Donc, si vous voulez en parler à Isaac et créer le collectif, ça va nous faire plaisir. Mais si jamais il y en a d'entre vous qui ressentent des éco-émotions, n'hésitez pas à venir nous en parler. Alors, voilà, je vous laisse avec ma longue bibliographie, si vous voulez continuer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Allô. Salut. Vraiment. Toi aussi. Il faut ce travail-là avec les enfants, exceptionnel, essentiel, selon moi. Puis, je me demandais si tu l'as répété à 2 reprises. Comme une vision que l'espoir des enfants était naïf. Mais est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Pourquoi c'est naïf? Y a-tu un peu de nous là-dedans qui est comme, laisse faire la créativité là, parce que les humains sont pas capables? Oui, donc la question c'était par rapport à pourquoi est-ce que je nommais l'espoir naïf des enfants, puis c'était un peu teinté par une vision adulte-centrique. Merci pour la question. Donc, dans le fond, pourquoi j'ai nommé ça comme ça, c'est parce que les enfants vont commencer par dire que ce qu'ils comprennent des changements climatiques, c'est que c'est la fin du monde,
qu'eux pensent que dans leur vie, ils vont voir la terre prendre en feu, qu'on va tous mourir, que tous les animaux vont mourir. Donc, ils sortent avec ça en partant. Là, je suis comme, ah, OK, donc, tu penses que toi, dans ta vie, tu vas voir la fin du monde. Ben non, mais pas vraiment. En fait, on va pouvoir changer nos trucs, puis OK, comment? Ben, on va juste le faire, là. Fait que, sur nos croyances, sur nous, les adultes, qu'est-ce qu'on leur transmet? Qu'est-ce qu'on leur transmet? Oui, effectivement. Ça en dit sur ce qu'on leur transmet. Donc, c'est pour ça que j'appelle un peu naïf, parce que c'est comme si c'était basé sur, ben, ça va bien aller, en fait, puis c'est super beau. Puis justement, c'est pour ça que je pense qu'il y a une opportunité, parce que même si on les bombarde avec des trucs de fin du monde, ils vont quand même penser qu'au final, on va être capable de changer la situation. Ben, ils ont raison. Ben, ils ont raison. Yes, mais oui, effectivement. Les enfants. Ouais? Moi, je suis un peu plus pessimiste. Je vais te poser une question plus difficile. Ben, t'as plus 8 ou 12 ans, fait que c'est normal que tu sois plus. L'écologie, au bas mot, ça fait 50 ans qu'on nous en parle. Donc, ces enfants sont pas les premiers. En quoi sont-ils différents de ceux qui sont venus avant? C'est une bonne question. Donc, la question, c'est, on parle d'écologie, puis les changements climatiques, ça fait super longtemps qu'on sait que ça existe. Dans les années 50, en fait, ils commençaient à en parler. Mais pourquoi est-ce que c'est juste maintenant que les enfants, puis qu'on en parle comme ça ce soir? Personnellement, je ne peux pas répondre à cette question-là. Oui. C'est dur, depuis tantôt, j'essaie de ne pas répondre. Oui, ben là, c'est à ton tour. On va donner un peu de micro. Ça fait peut-être 50 ans qu'on sait que les changements climatiques, mais ça ne fait pas si longtemps qu'on dit concrètement que les changements climatiques sont causés par les humains. Donc, il y a cette nuance-là que même il y a 10 ans, le rapport du GIEC, c'est pas que oui, c'est les humains à 100% qui causent les changements qui ont un impact sur les changements climatiques. Alors qu'aujourd'hui, on parle vraiment plus de ça. Donc, premièrement, que c'est nous la cause des changements climatiques, il faut qu'on change nous. Donc, il y a cette différence-là. Et c'est vrai que quand on était plus jeune, moi, j'ai des amis qui sont éco-anxieux depuis leur enfance également. Depuis qu'on sait qu'il y a les changements climatiques, j'ai 30 ans, on a des émotions vis-à-vis de ça. Je ne dirais pas que c'est la même chose. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Là. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on dit que c'est les humains qui causent. Genre à 100%, on est certain que les humains ont un impact concret sur les changements climatiques. Fait que ça, sachant ça, chez les enfants, ça peut venir faire vivre des émotions qui peuvent être négatives. Mais, ouais. Oui, ben, on a un plus grand sentiment d'urgence et de culpabilité peut-être avec ça. Mais oui, merci. On en parlera après. On pourra faire un grand séminaire ouais. Oui, donc la question, c'est d'abord, est-ce que l'anxiété, c'est le bon mot? Puis est-ce qu'on a trouvé par rapport aux enfants, ça peut venir nuancer notre définition de l'anxiété, de l'éco-anxiété. Donc, effectivement, il y a beaucoup de débats sur le choix du terme éco-anxiété. Ça a comme été pris dans la conscience collective, dans les médias, puis là, c'est comme, en tant que chercheur, beaucoup de gens sont comme, ben là, on se sent obligé de l'utiliser parce que c'est ça qui est là. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de gens qui essaient de changer de terme, d'utiliser plus les éco-émotions, une éco-lucidité aussi, qu'on aime beaucoup. Donc, moi, personnellement, je crois que non. L'éco-anxiété, c'est pas nécessairement un bon mot parce que ça va indiquer une pathologie dans nos idées tout de suite en l'entendant, tandis que je pense pas que c'est oui. Est-ce que l'anxiété est pathologique? Ah, ben là, on arrive dans un débat sociologique. Est-ce que l'anxiété, c'est pathologique? Ben, moi, personnellement, je trouve particulièrement que l'éco-anxiété, c'est pas pathologique parce que le threat, la menace est vraiment réelle, est vraiment imminente.
est beaucoup plus accepté par tout le monde. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, de pathologiser toute éco-anxiété, toute forme d'émotion par rapport au changement climatique, ça n'a pas d'allure. Donc, ouais, mais effectivement, on pourrait en parler longuement. Je pourrais te référer plein de beaux articles et je me demande s'il me reste du temps. Non, mais on en parlera après! Mais là, pour passer aux solutions, là, on a parlé beaucoup des impacts et des émotions. Et je suis vraiment contente d'avoir notre présentatrice, Christine Perry, maintenant, que j'ai connue lors de mes études en environnement. Il y a maintenant presque 10 ans ou plus, je ne sais plus. Christine est activiste, intervenante en agriculture urbaine, on ne lâche pas, avec plus de 10 ans d'expérience en jardinage, entre autres. Et son légume préféré à cultiver, c'est l'aubergine japonaise. Donc, sur ce, je vous laisse Christine et elle va présenter sur l'agriculture urbaine comme méthode de reconnexion. Donc, une solution face au changement climatique. Donc, oui, moi, je ne fais pas de recherche, donc ce n'est pas une présentation de recherche, mais c'est plus, je vais parler de mon parcours, de mon expérience en agriculture urbaine, puis les communautés qu'on va partir avec ça. Bien sûr, comme méthode de reconnexion. Puis, oh, attends, c'était changé trop rapidement. OK. Puis, dans quelques minutes, je vais vous demander c'est quoi la source de cette déconnexion avec l'alimentation, par exemple. Vous pouvez déjà en réfléchir un peu. On va commencer. Donc, mon parcours, c'est très pertinent à cette présentation. Donc, j'ai mes études de sciences environnementales à McGill. C'était plus pour mieux comprendre les enjeux. Puis, j'étais une militante depuis longtemps. Je suis encore militante pour la justice sociale, la justice climatique, toutes sortes de justice, en fait. J'ai été depuis une décennie aussi. Et j'ai essayé pendant une décennie d'influencer les projets, les lois, les politiques, les institutions comme McGill, par exemple. Puis, il y avait des victoires, mais c'est quand même long, c'est quand même difficile de faire ces changements à ce niveau-là, puis voir des changements substantifs qui vont actuellement avoir un impact positif. Donc, à cause de ça, je continue à militer, mais je mets beaucoup de mon énergie vers la création au lieu de juste lutter contre toujours. Je veux avoir des impacts plus directs. Donc, maintenant, je travaille au Club populaire en sécurité alimentaire depuis, c'est mon 4e saison cette année en fait, donc depuis environ 4 ans. Ce sont des jardins collectifs, donc on partage la prise de décision, on partage le travail, on partage les récoltes. C'est ouvert à tout le monde qui habite à Pointe-Saint-Charles, puis on a d'autres personnes qui n'habitent pas à Pointe-Saint-Charles en fait. Puis il y a toujours le soutien de l'animatrice, donc moi ou mon autre animateur qui est avec moi pour soutenir les participants. Puis, j'ai aussi demeuré une entreprise de coaching en jardinage, EcoGardens de Kiki. C'est vraiment pour pouvoir partager mes connaissances puis encourager d'autres personnes à se lancer dans l'agriculture urbaine. Parce que c'est important que ce n'est pas juste nous qui le fait, mais que tout le monde peut avoir cette connexion-là. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé ce travail-là. Puis, la question de cette présentation, c'est vraiment comment l'agriculture urbaine peut servir de méthode de reconnexion et de renforcement de notre résilience face au changement climatique et tous les autres enjeux. Donc, comme promis, il y a la question que je vais vous demander. C'est quoi? Qu'est-ce qui a brisé notre connexion avec la provenance de nos aliments, avec nos communautés? Je vais vous demander comme ça. Le capitalisme. Oui. Le néolibéralisme. Parfait. Pardon? Confort, oui, c'est lié à capitalisme aussi, je pense. Individualisme. Ouais. Épicerie grande surface. Oui, des grosses épiceries. Donc, il y a tout ça. Bon, vous avez bien pensé parce que toutes mes réponses presque sont là. Donc, on a colonisme, migration, impérialisme, donc tout ça qui nous déconnecte de nos territoires ancestraux puis de notre attachement au territoire. Le capitalisme, on l'a mentionné aussi. Il y a l'individualisme et la productivité. On doit toujours faire plus, on va travailler, on n'a pas de temps pour cuisiner, on n'a pas de temps, c'est sûr, pour faire pousser nos légumes. C'est comme ça. Bien sûr, il y a aussi urbanisation. Donc, j'imagine que la plupart de vous habitez ici à Montréal.
il y a des forêts, il y a des jardins, mais ce n'est pas comme la nature nécessairement, c'est un peu loin. Et bien sûr, il y a aussi les destructions des écosystèmes, donc on n'habite plus dans une forêt normale. Il y a des personnes qui sont chanceuses, mais... puis je veux aussi faire la connexion avec mon histoire personnelle. Donc, mes grands-parents, en fait, ont eu une ferme en Alberta, en Colombie-Britannique, pardon. Puis pendant la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tous les Japonais seniors étaient internés. Puis la ferme était vendue pour payer cet internement. Puis ils n'ont pas pu retourner à cette ferme-là. Donc, il y avait toute cette trompe, cette déconnexion qui se fait. Ils ont dû travailler faire du travail forcé sur une ferme qui n'était pas ce qui appartenait pas à mon famille. Donc, c'est vraiment comme tout ça qu'on mentionne ici, c'est un peu dans cette histoire. Mais ils ont quand même demeuré leur propre ferme de patates à Alberta. Puis j'ai adoré vraiment jardiner avec ma grand-mère. Elle a eu un gros jardin pour nourrir sa famille parce qu'il y avait 8 dans son famille. Mais deux décennies plus tard, je suis encore la jardin. Donc, c'est triste, mais c'est aussi une bonne chose qu'on ait eu toute cette histoire-là. Puis pour moi, guérir, réclamer la culture, puis reconnecter avec ces récits, c'est vraiment important. Ça peut être une barrière, un défi, mais aussi c'est important pour répondre à tous les enjeux qui ont fait face. Puis c'est drôle parce que ma mère a travaillé très, très fort pour quitter la ferme, puis moi, je veux juste retourner à la ferme. Mais là, non, mais c'est bien, c'est bon. Puis c'est ça, on a un système brisé. Bien sûr, on a mentionné tantôt les grosses entreprises agro-industrielles, les grosses épiceries, qui centralisent et monopolisent l'accès, en fait. Donc, on ne peut plus juste faire pousser nos légumes très facilement, des fois. On est comme déconnecté à cause de ça. Puis, ils contrôlent aussi un peu le coût de notre nourriture, qui devient très cher pendant le mois. De plus, il y a beaucoup d'exploitation dans ce système des humains et de l'environnement. Donc, on parle de terres volées, on parle de personnes volées de leur terre, donc esclavage, colonialisme, les personnes autochtones, tout ça, les travailleurs immigrants qui travaillent encore sur toutes les fermes. Donc, il y a beaucoup d'exploitation dans ce système d'agriculture industrielle. Et ce n'est pas très résilient à cause de ça. Il y a beaucoup d'externalités environnementales et sociaux. Il y a des monocultures, comme vous pouvez voir dans la photo. Très peu de biodiversité normale, techniques de production destructives. Puis on a vu, surtout pendant la pandémie, avec les guerres, avec les changements climatiques, des pénuries alimentaires. Et les chaînes d'approvisionnement sont très longues et pas fiables souvent. Donc, on a des pois qui viennent d'Argentine, même si on peut les faire pousser ici, par exemple. Ça ne fait pas de sens. Donc, la question, c'est comment pouvons-nous créer des alternatives plus saines et justes? Donc, les changements climatiques, la pandémie, d'autres impacts, les avaient pensé notre système actuel. Donc, on va vraiment parler d'un système alimentaire plus juste. Donc, il y a la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, puis la justice alimentaire. Donc, c'est 3 cercles. Tu pourrais imaginer 3 cercles. Petite, moyenne, grand. Puis la sécurité alimentaire, c'est un peu le milieu, puis souveraineté alimentaire au hauteur, puis justice alimentaire, c'est le plus gros. Donc, le but, c'est qu'on peut recommencer avec la sécurité alimentaire. Éventuellement, on va avoir la souveraineté, le pouvoir décisionnel, puis la justice alimentaire, ça veut dire que tout le système est sans exploitation, ça va adresser les inégalités, comme on pourrait contribuer selon nos moyens et recevoir selon nos besoins. Ça, c'est une photo des jardins qui est Janine, en fait. Donc, c'est une solution possible, juste pour montrer ça. Donc, nous allons cultiver nos aliments inhumains. Donc, on va aller vers la sécurité, souveraineté et justice alimentaire, comme je viens de mentionner. On pourrait manger frais, biologiques, hyper locaux, avoir accès aux produits moins communs, surtout pour les communautés de différentes cultures, c'est important. On a fait pousser de local dans le jardin, par exemple. C'est pas très facile à trouver des fois. Exercice physique et apprentissage et l'éducation populaire. On pourrait cultiver nos relations aussi. Donc, ce que j'ai vu avec mes jardiniers, il y a beaucoup de personnes qui sont très isolées, des personnes âgées qui habitent seules, par exemple,
Donc, on va vraiment faire une communauté autour du jardin. On va soutenir leur santé mentale. Ils sont toujours, ils viennent, sont avec tout le monde, ils peuvent parler de leur vie, leurs problèmes, tout ça. Donc, on essaie vraiment de tisser les liens sociaux dans la communauté. Puis, nos relations, c'est aussi avec l'environnement. Donc, on parle des restaurations des sols, par exemple, verdissement, biodiversité, tout ça. Finalement, nous voulons vraiment cultiver nos solutions. Donc, on va encourager l'entraide à co-construire des communautés et des alternatives viables. Et puis, il faut vraiment que ça réponde à nos besoins. Nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le créer. C'est nous qui va le créer. On va imaginer. Oh, pardon. Et on va pouvoir développer plus d'autonomie et résilience face aux défis comme les enjeux de changement climatique. Ça prend vraiment les communautés plus fortes, puis ils peuvent commencer à les bâtir ensemble. C'est ça. Des questions, c'est le moment. Je vous laisse avec mes coordonnées. Ça, c'est plus pour mon entreprise Eco Gardens by Kiki. En fait, je faisais un plan pour ça. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de faire cette présentation dans le jardin. Je la recommande fortement. On a fait un plan de jardinage. J'ai le cerveau débordé par plein de projets. Puis là, j'ai un horaire, quand commencer les semis, quand les transplanter. C'est vraiment génial. Comment les organiser. Fait que je vous vends ces services fortement recommandés. C'est peut-être un peu maladroit là, de la manière que je l'ai dans ma tête, mais est-ce que tu as réfléchi à la mise à l'échelle, donc mettre à grande échelle des pratiques d'agriculture urbaine? Est-ce que si ça devenait comme vraiment gros et populaire, quelle part de la population devrait se consacrer à l'organisme, mettons des gens comme toi, qui sont juste là pour faire en sorte que ça fonctionne? Est-ce que tu as déjà essayé d'imaginer de quoi aurait l'air? Oui, c'est sûr que nourrir tout le monde, c'est différent que bâtir des communautés. Donc, il y a beaucoup des coopératives, par exemple des fermiers qui font des fermes comme bio-intensives à plus petite échelle que les grands, puis c'est biodiverse, écologique, tout ça. Puis ils font des coopératives pour mettre en commun leurs ressources, que j'ai trouvé intéressant pour faire cette scaling up. Mais on parle vraiment de l'agriculture urbaine dans la vie parce que, en cas de la déconnexion plus. Donc, c'est plus pour. Je sais que dans mes jardins collectifs, il y a un peu de trade-off entre la production et l'apprentissage, c'est sûr. Puis il y aura d'autres projets que je vais monter le but, ça va être plus la production puis un peu d'apprentissage. Donc, il faut toujours réfléchir de c'est quoi votre priorité et pourquoi. Donc, mais quand même, j'achète pas des légumes pendant l'été parce que je les pousse toutes. Et mes jardiniers aussi, ils quittent chaque semaine avec un panier de légumes qu'ils ont poussés eux-mêmes. Oui. Tu as parlé beaucoup des avantages de cette reconnexion-là, de l'agriculture urbaine. Comment favoriser l'intérêt de la population, des gens concrètement? Parce que moi, je m'intéresse entre autres aux jardins éducatifs dans les écoles. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Oui, mais je pense qu'on fait commencer avec les jeunes, c'est important. On a des ateliers en école aussi, puis on invite des personnes à venir nous visiter à la serre. On va pouvoir faire ça encore après la pandémie, mais encore, ça commence, ça décommence. Puis oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, mais des fois, il faut aller trouver des personnes qui sont moins intéressées parce qu'ils sont des personnes qui sont peut-être plus en besoin. Puis aussi trouver d'autres, comme plusieurs façons d'être impliquées. Donc, par exemple, j'ai une personne qui est conseillère de vie qui vient dans nos jardins pour cultiver, mais elle va peut-être prendre quelques herbes, elle ne va pas prendre toute la récolte. J'ai d'autres qui ont vraiment besoin de la nourriture, donc ils viennent spécifiquement pour ça. Donc, il faut réfléchir les besoins de la communauté, puis comment répondre à tous les besoins, si c'est possible, et comme dans les plusieurs façons d'implication, en fait. Est-ce qu'il y a déjà des plans qui commencent à se faire pour l'agriculture urbaine hivernale?
Oui, il y a toute une livre sur le maraîchage nordique qui vient d'être lancée. Puis moi, j'ai semé déjà mes semis cette semaine. Mais il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pousser en hiver si tu as une serre minimalement chauffée, normalement à environ 16 degrés. Mais il y a aussi des choses qui ne vont pas mourir s'il fait 0, par exemple. Donc, il y a beaucoup des options. Et puis, ça commence de plus en plus au Québec d'avoir juste des serres plus pour l'hiver. Mon serre, c'est 4 saisons, puis c'est 3 saisons au lieu de 4, puis j'aime ça parce qu'il faut reposer un peu l'hiver. Oui. Sinon, je suis comme trop surchargée maintenant pendant la saison de plantation. On aurait le temps pour une dernière question. Mais d'abord, merci pour ton travail, pour ton partage. Je ne sais pas si tu as la réponse à ma question. Je me demandais, avec Monsanto, qui est comme le monopole sur les semences, c'est quoi genre les répercussions sur les agriculteurs? C'est plus au niveau légal, que c'est la réponse. Je n'ai pas entendu la première partie de ta question. Pour les semences? Avec Monsanto, qui est comme le monopole. Ah oui. C'est quoi les répercussions? Oui, en fait, j'ai eu une note, mais je n'ai pas lu ça, mais c'est toujours important d'acheter des petits semenciers. Puis, il y a beaucoup de semenciers locaux qui vont avoir des semences qui sont plus adaptées déjà au climat. Donc, c'est mieux pour vos productions, c'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour la communauté, on achète local, tout ça. Donc, c'est toujours important d'essayer de soutenir ces plus petits semenciers. Normalement, ils sont tous bio aussi, donc c'est bien. Ouais. Parce que Monsanto, en fait, ils achètent de plus en plus des choses, donc, même des choses qui n'ont pas le nom Monsanto, puis ils ont changé leur branding. C'est encore Monsanto. Il faut juste faire un peu de recherche pour savoir qu'est-ce que vous achetez et pourquoi. Puis toujours, si vous connaissez la personne ou la compagnie, c'est mieux parce que vous allez savoir que c'est bien fait. Au Québec, on a du coup. Ouais. On est quand même choisi. Si vous allez sur le site Cultiver Montréal, ils ont toute une liste parce qu'ils font le foire des semences, Seed Saturdays, fête de semences. En février, donc ils ont toute la liste. Et merci. J'ai envie d'ajouter un petit point là, à la question qui a été posée par rapport à si ça se répand, à combien de gens il faudrait qu'on soit dans l'agriculture. C'était une question qui a été posée durant la pandémie. Si la globalisation s'effondre, quel pourcentage de la population devra être actif dans l'agriculture? C'était 90% de la population canadienne. Donc, les changements climatiques sont real. Nous devons agir. Ça passe un peu par l'alimentation. Donc, c'est ça.